l'occasion de rencontrer Nicolas Coqui et Xavier Poulet-Goffard, qui sont les associés gérants du cabinet Orcom Érudit International. À chaque fois, on a ciblé un sujet différent et pour la rencontre d'aujourd'hui, le sujet c'est la fiscalité personnelle. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet qui concerne d'une manière directe les visiteurs de notre site, parce que chacun tient beaucoup à payer le moins d'impôts possible dans le respect de la loi, mais tout de même, il est évident que chacun d'entre nous essaye de ne pas exagérer dans sa générosité vis-à-vis de l'État. Avant de rentrer dans ce sujet, je souhaite qu'on nous présente la physionomie de ce cabinet Orcom, dont Orcom Érudit International est l'une des antennes importantes. Donc, Orcom, c'est quoi Orcom? Orcom, c'est quoi? C'est un cabinet d'expertise comptable qui a 35 ans, qui aujourd'hui compte 600 collaborateurs, 35 associés, qui est indépendant et qui est le 13e cabinet en France, 7e au niveau de l'activité de commissaire aux comptes. Et Orcom a 20 bureaux en France, à Orléans où il a été créé, à Paris on a 2 bureaux, et puis on est à Tours, à Montargis, on est à Besançon, Dijon, Agen, Toulouse. Et parmi ces bureaux, le cabinet Orcom Érudit International est dédié à 100% sur l'accueil en France de la clientèle italienne. Voilà, donc une structure importante, présente dans différentes villes du territoire français, dont ce bureau qui se trouve rue du Faubourg Saint-Honoré en plein centre de Paris s'adresse principalement à une clientèle italienne. Ça, c'est un choix qui est précédent à l'entrée d'Orcom dans ces locaux, car il ne faut pas oublier que cette activité est le chef-d'œuvre, je dirais même, l'opéra de Romeo Cirone, que nous avons rencontré pour les vidéos de l'Italie en direct, et qui a été le fondateur donc d'un parcours franchement chanceux et talentueux. Il s'agit, je le rappelle, du premier cabinet en France pour ce qui concerne les affaires franco-italiennes. Exactement. Hein? Exactement. C'est elle aussi une aventure créée il y a 35 ans. Donc comme quoi les deux cabinets qui se sont rapprochés à un moment donné ont la même date de naissance. Et puis Roméo... Ah oui, ça c'est intéressant. Ouais. Et Roméo que nous saluons, a souhaité se rapprocher d'Orcom puisque lui-même évoluait dans ses projets. Il est aujourd'hui un homme tout aussi talentueux mais plutôt de théâtre et de cinéma. Et donc c'est ce qui a favorisé finalement le rapprochement avec Orcom et notre entrée, Nicolas et moi-même, dans cette activité, dans la gestion de cette activité, puisque l'Italie est quand même un pays que nous connaissons bien. J'en ai moi-même des origines italiennes, donc c'était une vraie volonté de notre part de continuer l'œuvre de Roméo au sein du groupe Orcom. Voilà. Donc 35 ans d'activité, présence dans plusieurs villes, un réseau, disons, de relations bien consolidé. Autrement dit, il n'y a rien d'improvisé dans ce que vous faites. Hein? Tout cela est le fruit d'une expérience qu'on peut constater facilement. Je disais au début de cette conversation que notre sujet d'aujourd'hui, c'est la fiscalité personnelle. Et en particulier la fiscalité personnelle des Italiens qui s'installent en France pour une période de travail assez conséquente. Nous ne parlons pas
des étudiants qui passent une année pour suivre des cours dans l'une des magnifiques universités parisiennes. Nous parlons de personnes qui ont une activité, qui font des investissements en France, qui créent des entreprises ou qui travaillent pour des entreprises françaises ou qui font partie de la filiale italienne, de la filiale française, pardon, d'une entreprise italienne. Exactement. Exactement. Nous, notre spécialité sur la fiscalité personnelle, elle a vocation à accompagner deux types de mouvements. Un mouvement d'implantation économique, donc lorsque l'entreprise décide de s'implanter en France et du coup favorise la mobilité de son personnel. Donc il fait venir soit en détaché, soit en expatrié différents types de personnes et de fonctions. Mais aussi, on a vocation à accompagner un mouvement d'implantation patrimoniale. Un investisseur italien qui souhaite acquérir un bien immobilier dans Paris, pour s'assurer une retraite ou s'assurer un pied-à-terre. Enfin, il y a différentes visions de l'investissement. En tout cas, nous, on est capable d'accompagner sur ces deux volets, tant dans le conseil que dans l'assistance, concrète et administrative des obligations fiscales. Puisqu'évidemment, à chaque fois, il y a des déclarations. Une fois qu'on a pensé le projet et construit le projet, en fonction, évidemment, du niveau d'impôt général, des conventions fiscales bilatérales, et puis des règles fiscales locales, et qu'on a bien conseillé à notre client sur l'optimisation de son choix de décision, mais après, il faut le suivre, il faut le mettre en œuvre. Donc nous, on a la chance d'avoir ces deux casquettes de services possibles, et c'est quelque chose qu'on fait d'abord chez Orcom, on le fait beaucoup, et puis c'est quelque chose qu'on a réussi à dupliquer et à intensifier pour la clientèle étrangère et surtout la clientèle italienne. Il faut bien rappeler que votre travail d'expert comptable est tout à fait comparable, c'est quasiment la même chose que celui du commercialista en Italie. Esatto. È veramente uguale. C'est ça. Ah, c'est vraiment à l'identique. C'est vraiment la même chose. Oui. Voilà. On s'appuie sur une expérience, tu l'as dit, il faut savoir que chez Orcom, on traite près de 2600 déclarations d'impôts sur le revenu, 250 déclarations d'impôts de solidarité sur la fortune, et évidemment chez Orcom Eurodit International, on applique ce savoir-faire, ma foi, à l'accueil en France des résidents italiens, avec la connaissance que l'on a des relations entre la France et l'Italie et de la tax agreement entre la France et l'Italie. Bien sûr. D'accord. La tax agreement, c'est la convention franco-italienne qui règle tous les problèmes de double imposition, toutes ces choses-là. Donc ça, on la connaît, je ne vais pas dire sur le bout des ongles, mais en tout cas, on en connaît les applications, tant en France qu'en Italie, grâce aux contacts qu'on a tous les deux en Italie. Quelles sont les différences fondamentales entre le système fiscal italien et le système fiscal français, susceptibles de déconcerter un peu l'italien qui s'installe ici en France? Oui, sans entrer dans des grandes comparaisons, parce qu'on ne peut pas dire qu'on paye plus d'impôts dans un pays que dans l'autre, enfin, où on prendrait des heures. Ce qu'on peut dire, ce qui est le plus déconcertant, c'est d'abord peut-être la notion de foyer fiscal. En France, on a cette notion dans toute déclaration d'impôt sur le revenu, qui est moins présente en Italie. En Italie, c'est vrai que dans certains cas, on a le nucléo fiscal qui s'impose lorsqu'il y a des enfants. Le nucléo fiscal. En France, c'est pas du tout le même mode déclaratif. Et puis, on a aussi le paiement de l'impôt. En Italie, on a un système de retenue à la source sur les rémunérations, sur les salaires, qui n'est pas encore applicable en France. Et sur les pensions. Et sur les pensions. En France, c'est quelque chose qui arrive, mais c'est pas du tout dans la culture. C'est pas du tout applicable. Alors, en revanche, on a un système déclaratif et puis aussi un système de suivi de l'administration fiscale qui permet, en France, de bien anticiper le montant de l'impôt qui sera payé. À l'inverse de le fonctionnement italien. Peut-être, oui, qui est effectivement. Parfois un peu plus flou. Voilà. Et ça constitue un peu les différences. Donc, un système déclaratif différent, un mode de règlement différent, mais une visibilité, une transparence peut-être plus importante de notre administration fiscale française, à condition de bien savoir l'utiliser. Alors, il faut savoir que
les Italiens, dont moi-même, ont tendance à commettre des erreurs diamétralement opposées. C'est-à-dire qu'il y a des Italiens qui idéalisent le système français, qui pensent que dans ce pays, tout se passe avec une simplicité extrême, qu'il n'y aurait même pas besoin de s'adresser à des professionnels comme vous, parce que tout est transparent, tout est simple. Il y a au contraire ceux qui redoutent le système français parce qu'ils pensent que l'État français est plus exigeant que l'État italien. La France est un pays plus centralisé, n'est-ce pas, où la notion même de l'État-nation est plus forte, et donc redoutent ce système français. Comme il arrive souvent, probablement la vérité est un peu entre les deux. Oui, c'est complètement entre les deux, mais ça c'est un peu normal quand on va dans un autre pays, dans un pays étranger. On a des a priori, et puis surtout on ne connaît pas le système. Donc je dirais que nous, notre première mission, c'est d'abord d'expliquer aux gens, de rendre clair notre système français, pour qu'ensuite ils puissent anticiper leurs choix, et puis effectuer, réaliser leurs déclarations, et puis payer leur impôt dans les délais. En utilisant évidemment toutes les solutions qu'offre la fiscalité française, qui est un peu complexe, mais qui permet de payer moins d'impôts si on fait les bonnes déclarations, si on opte pour les bonnes options et si on anticipe. D'une manière générale, l'anticipation, c'est le maître mot. C'est vrai que la connaissance aussi du système italien, du système de la fiscalité italienne, nous permet d'accroître un peu le poids des conseils qu'on donne dans cette anticipation. Bon, à titre d'exemple, on a parlé des investisseurs à Paris. Si vous louez un appartement nu ou meublé, c'est une fiscalité qui est complètement différente, fondamentalement différente. Donc, ça, c'est une réflexion à mener en amont. Ça a mené en amont de l'investissement. Mais on sait que... Si vous louez en tant que propriétaire... Absolument. Si vous donnez en location un immeuble ou un appartement nu ou un meublé, c'est fondamentalement différent. Mais on sait par exemple qu'un investisseur italien, compte tenu qu'il n'y a pas cette existence de double système en Italie, il ne va pas y penser. Donc nous, connaissant un peu d'où viennent nos clients, on sait exactement sur quoi les alerter, en premier lieu. C'est ça aussi le service qu'on rend. C'est-à-dire qu'on sait qu'il ne va pas du tout y penser, parce que pour lui, c'est un système étranger. Il pensera à d'autres choses. Il a l'IMU, par exemple, il va le comparer avec l'ISF. Bon, alors on lui explique que ce n'est pas tout à fait pareil, mais il va y penser, parce qu'il sait qu'il a l'IMU, par exemple. Oui, évidemment. Ce système de double système fiscal sur la location, il n'y pensera pas du tout. Parce qu'il y a des similitudes qui sont un peu trompeuses. Oui, il y a des similitudes qui sont un peu trompeuses. Alors nous, notre rôle, c'est effectivement de rentrer bien dans le détail pour bien faire comprendre les différences. Mais voilà. Il faut considérer aussi qu'il y a au moins deux cas de figure qu'il faut considérer comme nettement séparés. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'italien qui vient en France parce que, par exemple, il est le salarié d'une banque italienne et donc il travaille pour une filiale française de cette banque. Dans ce cas-là, il touche son salaire sous une forme un peu différente parce qu'il n'y a plus la retenue à la source, mais il va recevoir son salaire, disons entre guillemets, brut, cioè il salario lordo. Lordo. Et l'autre cas de figure est celui de l'italien qui ne s'installe pas en France, qui ne prend pas de résidence française, mais qui fait des placements en France. Alors, évidemment, vous êtes équipé pour avoir affaire à ces deux catégories bien distinctes de personnes. Tout à fait, tout à fait. Alors non seulement on est bien équipé pour répondre à ces deux catégories distinctes de personnes, mais on est au sein de chacune de ces deux catégories équipé pour conseiller notre client sur la meilleure stratégie d'implantation possible. C'est-à-dire que si je me concentre uniquement sur la première catégorie que vous citiez, qui est le salarié, entre guillemets, qui va travailler pour une entreprise italienne, mais en France. Là, il y a plusieurs modalités. Soit le salarié a un statut de détaché, soit le salarié a carrément un statut d'expatrié, soit au contraire, le salarié change sa résidence fiscale et passe de la résidence italienne à la résidence française parce qu'il est embauché par la filiale française.
Ce sont trois solutions d'implantation on va dire de mobilité internationale des ressources humaines qui sont différentes, avec des conséquences sociales et fiscales différentes. Voilà. Donc nous, dans cette catégorie du mouvement de la mobilité des ressources humaines, on est capable de raisonner avec l'entreprise et dans l'intérêt aussi du salarié, quel est le régime le moins cher qui correspond au projet et qui va favoriser à la fois l'entreprise et la personne. Est-ce que la durée du séjour en France a une influence? Parce que je pense qu'il y a une différence entre celui qui sait dès le départ qu'il va passer à Paris 3 ans, point final, ou sinon celui qui a une perspective de séjour plus longue. On va dire qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, la durée est bien sûr un critère très important, c'est pas le seul. Il y a la durée de la vie sur place. Et puis il y a la raison pour laquelle l'entreprise envoie son salarié. C'est-à-dire qu'en général, quand il y a une durée relativement courte, qui est plus ou moins 2 ans, on va dire, et un projet spécifique, une mission dédiée, alors là, on rentre dans la catégorie plutôt du détaché. Lorsque c'est un contrat à durée indéterminée à l'étranger, on est plutôt sur une catégorie d'expatriation, avec des régimes sociaux et fiscaux différents. Et puis, là, c'est aussi un raisonnement à tenir avec la personne qui bouge, c'est-à-dire que est-il opportun d'imaginer un changement de résidence fiscale? Si la personne veut vraiment carrément se transférer aussi avec sa famille, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps avec un client, pour le coup c'est un chef d'entreprise, il dit voilà, moi j'ai envie de diriger la filiale française, j'ai fondé l'entreprise en Italie, j'ai un repreneur en Italie, je veux m'occuper de la France uniquement, et puis je veux emmener ma famille avec moi, donc là on est sur un autre projet, il change de vie. Et puis il veut s'installer durablement, il veut installer aussi son foyer fiscal en France. Donc là, c'est un changement de résidence. Donc c'est c'est plus radical, mais c'est aussi des volontés de vie, quoi. Donc vous êtes en mesure d'interpréter des exigences personnelles d'une extrême diversité. Oui, non seulement ça, et puis j'insiste quand même sur le fait que ces problématiques, quand on parle de mobilité des travailleurs, nous, on est en grade de joindre 2 aspects, c'est-à-dire l'intérêt du salarié et l'intérêt de l'entreprise. C'est aussi notre rôle en tant qu'expert comptable, c'est de ne désavantager personne et de trouver la solution qui correspondra au mieux aux intérêts de tout le monde. Puisqu'on sait bien, nous, on a vocation à conseiller nos clients à long terme. Si on conseille une entreprise, mais qu'on sait pertinemment que ce qu'on propose va désavantager le salarié, quand le salarié va s'en apercevoir, il ne va pas être content, ça va être un litige, ça va être bref, ça va casser la relation de confiance qu'il y a entre l'entreprise et le salarié, et donc in fine c'est un client qui est mécontent. Donc nous, notre but, c'est vraiment de trouver des solutions ensemble, optimum. Par ailleurs, vous avez parmi vos clients aussi des entreprises italiennes, donc vous ne devez pas les décevoir. Ah non, on ne doit pas les décevoir, mais cet aspect de conseil sur la mobilité de leurs salariés, c'est quelque chose d'important pour nous, et pour elles évidemment. Bien sûr. Passons à l'autre catégorie d'Italiens, c'est-à-dire ceux qui ne s'installent pas sur le sol français, mais qui font des placements. Alors, je crois que les Italiens, quant au placement immobilier dans Paris intramuros, représentent le numéro 1 parmi les étrangers investissant à Paris. Enfin, et cela est dû peut-être aussi, ou je dirais même assurément, au fait que sur la durée, l'investissement à Paris a toujours représenté un bon placement. Disons, il y a des raisons sentimentales, les Italiens qui aiment Paris, qui sont séduits par la culture française, tout ça existe bien sûr et a son importance. Mais il y a aussi une donnée plus concrète et tangible, c'est-à-dire que c'est en général un bon placement. Oui, c'est un bon placement, et je pense que pour illustrer ça, une anecdote dont témoignent d'ailleurs les agences immobilières, c'est que Paris est circonscrite par le périphérique. Donc le périphérique, qui a été construit peu ou prou sur les murailles de Paris, enferme, on va dire, le Paris intramuros et le délimite de manière extrêmement tangible.
C'est pas une limite, je veux dire, facilement franchissable. Le périphérique, il est visible et puis il délimite très clairement l'intramuros de l'extramuros. Donc cet intramuros-là, il ne peut pas s'étendre, à l'inverse d'autres grandes villes. Milan a pu s'étendre, il n'y avait pas vraiment de frontières. Il y avait d'anciennes murailles, mais en tout cas, ça n'a pas été recréé. Londres peut s'étendre. Paris intramuros ne peut pas s'étendre. Donc, si on ne décide pas soit d'enfouir le périphérique, soit de le détruire, on ne peut pas élargir. Même avec un projet comme le Grand Paris, ça ne cassera pas vraiment la dynamique parce que le Paris intramuros restera. D'ailleurs, on parle d'agglomération parisienne. Alors là, on a bien sûr une agglomération qui est colossale, je crois, la deuxième en Europe après Londres. Mais Paris intramuros, finalement, c'est environ 2 millions d'habitants. Donc c'est une ville moyenne, ce n'est pas une énorme ville. Oui, c'est vrai, mais par contre, c'est quand même à Paris. Et cela favorise justement la bonne tenue des prix. Oui, exactement. Non, c'est clair. Non, tout à fait. Le fait d'avoir aussi peu de personnes dans une zone géographique aussi recherchée favorise une montée des prix, voire une extrême bonne tenue en cas de crise. Paris reste un placement qui aujourd'hui est cher, mais qui est à vision long terme, voilà, a encore peu de chance, on va dire, on voit des fluctuations, mais en tout cas, il ne subit pas la crise comme d'autres villes. Oui, bien sûr, il faut raisonner sur la période moyenne ou longue. Sur les tendances. Au bout d'un an, il peut y avoir des variations. Oui. Ça, c'est certain. C'est certain. Je voudrais demander à Nicolas Coqui, qui est vraiment de souche française à 100%, si je ne me trompe, oui. Quel est le résultat de cette collaboration quotidienne avec des Italiens? Quelle est votre impression, votre perception? Non, mais c'est toujours une grande joie, je vous l'ai déjà dit, de collaborer avec les Italiens. Et puis, dans leur manière de découvrir aussi notre fiscalité, dans notre manière de collaborer avec eux, c'est toujours très intéressant parce qu'ils nous regardent avec un œil auquel on n'est pas habitué, et ça change complètement la manière de travailler. J'ai déjà une longue expérience d'établissement de tout un tas toute une sorte de déclaration fiscale, impôt sur le revenu, ISF. Mais avec les Italiens, il faut évidemment anticiper, expliquer, et puis surtout aller rechercher quel est leur projet, leur faire exprimer leur projet, comme je fais avec les Français du reste, parce qu'il n'y a qu'en partant d'un projet qu'on peut, nous, adapter notre conseil véritablement. Et ça, c'est vrai avec les entreprises, et c'est très vrai aussi avec les personnes. S'il y a un projet d'investissement, on est tout à fait en grade d'anticiper un calcul d'ISF, imposta sulla fortuna, évidemment d'avoir des projections d'impôt sur le revenu. Pareil, si une entreprise a besoin d'étudier un cas de mobilité, on peut penser au distacco, ai rimpatriati, ou au contraire au changement de résidence fiscale comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc effectivement, c'est grâce au projet initial qu'on a, et au raisonnement en amont qu'on peut vraiment donner le meilleur conseil possible. C'est vrai qu'on encourage souvent nos clients à ne pas hésiter à communiquer très en amont leurs premières idées, parce que c'est avec ça qu'on arrive à travailler le mieux. Ça, je crois, c'est un élément très important, et important en particulier avec des Italiens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la compétence technique. Il y a aussi un rapport de sympathie, de cordialité. Voilà, ça c'est un élément, une petite touche méditerranéenne qui a tout de même son importance. Oui, bien sûr. Et Xavier Poulet-Goffard est d'origine un peu mélangée. Moi, je suis très sympathisant de ceux qui ont une origine mélangée. Le brassage de différentes cultures peut produire, pas toujours, mais enfin peut produire des résultats intéressants. Et donc, je vous prie peut-être de conclure avec quelques phrases en italien cette conversation en adressant votre message aux clients actuels et potentiels
du cabinet Orcom Erodit International. Allora, se vogliamo riassumere magari quello che abbiamo detto, direi che sicuramente il nostro studio è in grado di riflettere con i nostri clienti sulle loro strategie di impianto, sia personale che anche aziendale, e nel campo dell'impianto aziendale sull'aspetto fiscalità personale dei loro dipendenti, pensando alle varie soluzioni, distacco, rimpatriati o cambiamento di residenza fiscale. Dunque sicuramente al di là della nostra capacità di assistere veramente solo l'azienda, abbiamo questo campo dove Orcom e Orcom Erodit International ha una vera competenza storica per poter ottimizzare al meglio le imposte personali sia sul piano dell'investimento che sul piano della mobilità delle risorse umane di un'azienda internazionale. Merci beaucoup. Merci. Grazie. Grazie a lei. Grazie.